Nous sommes de retour dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et c'est l'heure désormais d'ouvrir et de recevoir notre invité dans notre rubrique l'interview. Bonjour, et je suis donc en direct et en duplex avec Delphine Rocher. Bonjour Delphine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Delphine, vous êtes responsable départementale pour Europe Écologie Les Verts dans la Haute-Vienne. Vous êtes également donc conseillère fédérale au Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Et en parallèle de vos fonctions politiques, vous êtes également psychologue clinicienne et psychologue du travail. C'est bien ça ? C'est bien ça. Bien, merci. Delphine, l'actualité politique est riche et en introduction de votre interview, permettez-moi de vous poser une question sur la récente intégration du parti écologique dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon. Delphine, ne craignez-vous pas que l'identité écologique se perde dans la collectivité de gauche ? Et selon vous, d'après vous, est-ce que cette alliance est-elle assez verte ? Écoutez, c'est une alliance, donc c'est une coalition de différents partis qui a justement pour but de potentialiser la force de gauche, de la restructurer, de la revivifier et non pas au contraire d'absorber les identités dans une espèce de nouvelle mouvance. Ça a été vraiment un des défis des négociations et nous avons évidemment beaucoup de choses sur le plan écologique à défendre en commun, comme les énergies renouvelables, la sortie du nucléaire, la fin des pesticides, Oui. La programmation de la transition écologique. D'accord, ok. Delphine, depuis la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la notion de souveraineté alimentaire est revenue sur le devant du terrain, est devenue quelque chose que les Français aimeraient prioriser pour plusieurs raisons. Lutte contre l'inflation, hausse des prix, la hausse des prix est démentielle actuellement. Les Français veulent également s'assurer une meilleure qualité de nourriture. On peut rappeler la dernière version du rapport du GIEC qui met en lumière et en avant cette nécessité. Selon vous, Delphine, est-ce possible d'allier souveraineté alimentaire et ambition verte ? Mais en fait, la souveraineté alimentaire est une ambition verte. Comme vous l'avez dit, le dernier rapport du GIEC met en avant le fait que la défense de la souveraineté alimentaire est un enjeu par rapport à l'autonomie des marchés aujourd'hui qui est majeure et que cette sécurité est absolument à défendre. Et elle va toucher d'ailleurs les pays... Non, parce qu'en fait, voilà, le GIEC dit que le réchauffement climatique va mettre en danger la sécurité alimentaire de nombreux pays, notamment ceux des plus pauvres. Donc c'est un enjeu écologique et économique qu'il s'agit de réguler par la structuration de nouveaux circuits de coopération économique qui visent à prévenir la défaillance des marchés. Donc on a vraiment un enjeu ici de prévention qui est étayé par des données scientifiques dont on dispose. Et l'écologie, c'est pas juste défendre l'environnement, la nature, ce qui est autour de nous. C'est vraiment recréer, repenser notre modèle de société à partir de cette nouvelle donnée et des ressources réelles de la planète pour soutenir la vie sur Terre. On peut pas juste vivre en fonction de nos besoins économiques, nous, êtres humains sur Terre. Il faut qu'on fasse maintenant avec la réalité qui est la nôtre. Ok, d'accord. Merci Delphine pour cette précision. On va revenir au local maintenant désormais, Delphine, s'il vous plaît. J'ai envie de savoir, dans la Haute-Vienne, c'est quoi être militant écologique par rapport à d'autres territoires ? Est-ce que c'est pareil ou il y a des différences ? En fait, à la fois c'est pareil et à la fois chaque territoire a ses propres enjeux, sa singularité. Ici, un de nos grands enjeux, par exemple, c'est les transports. En territoire rural, comme on le sait, la vie est organisée autour de la voiture. Donc la voiture qui émet énormément de gaz à effet de serre, donc il nous faut favoriser les transports en commun, le train évidemment, les petites voies ferrées ici dans les territoires sont en désuétude, elles ferment de plus en plus, donc il y a ce paradoxe que pour s'installer à la campagne, cultiver son potager, essayer d'être autonome, on doit utiliser énormément la voiture et que ça devient limite plus écolo de ce point de vue-là de vivre en ville. Donc ça c'est un élément majeur. On a aussi la question de la ressource en eau, parce que comme partout, on est touché par la sécheresse, mais ici on est une terre d'élevage, donc de prairies qui consomment énormément d'eau, et on n'a pas de nappe phréatique, donc la question de la gestion de l'eau est vraiment absolument décisive pour l'avenir.
Est-ce qu'il y a d'autres problématiques? On pense également à l'éolien. En préparant votre interview, Delphine, je suis tombé sur de nombreux articles qui mettaient en avant, je dirais, les nombreux conflits qui peuvent exister autour de l'éolien. J'ai trouvé de nombreux articles sur des actions de contestation, des manifestations, mais également même des actions en justice qui sont de plus en plus nombreuses. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène Comment vous expliquez ce phénomène, Delphine? La réticence à l'éolien, elle est présente en Limousin, mais j'ai envie de dire comme partout ailleurs en France. Moi, je pense que l'éolien, le problème, c'est que ça se voit, c'est près de chez nous. Donc, ça pose une question d'acceptabilité sociale de cette nouvelle forme de production d'énergie. Mais il faut aussi penser que le nucléaire, ça se voit pas, et le risque, il est beaucoup plus grand. Simplement, ça vient pas nous déranger dans nos vies. Donc là, ça nous touche en fait. Ça se voit un peu, les réacteurs sont gigantesques, Oui, mais je veux si dire vous les voulez, conséquences. il n'y a pas cette idée de dispersion un peu partout. Vous n'avez pas une petite centrale nucléaire qui pousse tout d'un coup dans votre jardin et qui va bouleverser le paysage dans votre vie quotidienne. Je pense qu'il y a vraiment cette idée que ça touche plein de gens dans leur quotidien. Okay. Et que ça, du coup, ça demande un travail d'accompagnement aussi, de mise en sens de qu'est-ce que c'est que la transition écologique, quelle est la nécessité et comment réussir à engager les citoyens dans cette transition, en fait, qui forcément, ça nous engage, quoi, ça nous concerne. Alors vous parlez de citoyens justement, Delphine, est-ce que vous avez identifié les différents profils de citoyens qui sont contestataires? Est-ce que se dégage juste, par exemple, je sais pas moi, par exemple les chasseurs qui veulent garder des prairies les plus vierges possibles pour mieux chasser d'une certaine façon, les chasseurs conservateurs, ou est-ce qu'il y a d'autres profils? Mais en fait, déjà, c'est vrai qu'il y a un lobby anti-éolien qui est très fort. Et je pense qu'effectivement, il y a déjà une idée vraiment idéologique de modèle de société, c'est-à-dire défendre les énergies renouvelables. C'est être un peu contre le nucléaire, donc contre ce que le général de Gaulle a mis en place, c'est changer l'histoire. Et donc là, au-delà de la réalité scientifique, il y a vraiment une réalité politique et idéologique. Donc il y a ce public-là de gens qui ne sont pas d'accord sur l'idée, au-delà de peut-être la nuisance réelle du quotidien. Et puis après, il y a des gens plus peut-être individualistes, sans vouloir porter de jugement, parce que je comprends que ça puisse être dérangeant, que ça dérange, voilà, qui n'ont pas envie que ça atteigne leur paysage. Et puis il y a peut-être aussi des gens qui sont plus militants, qui observent qu'il y a des industriels qui veulent faire ça pour des raisons qui ne sont pas forcément écologiques, mais plutôt économiques, sans forcément de prise en compte de la réalité du territoire, de comment amener ces éoliennes en concertation avec les citoyens de manière intelligente et qui vont vouloir poser là, de manière un peu colonialiste et invasive, des éoliennes. Et donc là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que, voilà. Ok, par militantisme. Donc, Delphine, il nous reste très peu de temps, juste assez pour vous poser une dernière question. En introduction, en vous présentant, j'ai dit que, en parallèle de vos fonctions politiques, vous étiez psychologue clinicienne et psychologue du travail. Delphine, est-ce qu'il existe un lien entre vos fonctions publiques et vos fonctions professionnelles? En tout cas, c'est un lien intérieur. Disons que mon travail, c'est d'aider les gens à mettre les choses en conscience, à éclairer leurs difficultés dans la vie. Et je pense qu'éventuellement, il y a un continuum entre l'individuel et le collectif. Et le fait d'être en maturité, de pouvoir se gérer soi-même, de pouvoir faire face, se connaître, faire face à qui on est, et éventuellement après de pouvoir s'inscrire dans la société et de se mettre au service du bien commun. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que vous le voyez. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole, en quelque sorte, d'Europe Écologie Les Verts pour la Haute-Vienne, également membre du Conseil fédéral, et que toutes ces fonctions ne vous empêchent pas d'être également, j'imagine, une très efficace psychologue clinicienne et psychologue du travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Delphine. Merci beaucoup. C'est moi. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de vos programmes, la suite de cette programmation dans le Minimag avec Mathieu Driol pour la commo du jour. À tout de suite sur TF Finance.